Bonsoir, mesdames et messieurs. L'aventure a démarré au forceps par l'enregistrement le 24 février 2020 du premier numéro au studio B de la RTI. Ce jour-là, le magazine Notre Santé, consacré à la santé et au bien-être, a parlé de cancer. Le cancer, ce tueur silencieux, sujet de cette première production, était plein d'émotions. Depuis lors, l'équipe de Notre Santé ne s'est plus arrêtée. Nous vous proposons les temps forts de quelques-unes dans ce spécial. Tamé, une nouvelle partie de sa vie, ce qu'elle voulait depuis, être institutrice au public. Elle le faisait au privé et maintenant elle a passé le concours de CAFOP. Et c'est dès qu'elle a réussi à son concours que la maladie est tombée sur elle. La bonne prise. Le cancer est un véritable problème de santé publique. Il fait rage partout dans le monde, spécifiquement en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Les populations qui souffrent du cancer en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de moyens de se soigner, sont légion. La construction du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, constitue un atout pour l'amélioration de la prise en charge des patients du cancer. Le CNRAO est implanté derrière le CHU de Cocody sur une superficie de 11 600 m² et bâti sur 2450 m². Aujourd'hui, il est démontré que plus de 60% de personnes qui ont un cancer vont avoir besoin dans leur parcours de la radiothérapie, surtout pour augmenter les possibilités de guérison. Donc d'avoir de la radiothérapie en Côte d'Ivoire, c'est avoir permis à la population de Côte d'Ivoire d'avoir tout le plateau technique. Il y avait la chimiothérapie, il y avait la chirurgie, il y avait les autres moyens de traitement. Pour la radiothérapie, les personnes étaient obligées de partir à l'extérieur et depuis donc, le 25 janvier 2018, tout est réuni pour que tout le parcours de soins se fasse sur place en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis prêt pour rentrer au laboratoire. Ce soir, nous vous proposons de suivre dans le 3e numéro de votre émission, Notre Santé, ce qu'est la cataracte. Elle est de Doba, un village du fin fond de la forêt, à 105 km de San Pedro. Ce matin, Dame Cecilia se fait examiner par le médecin ophtalmologiste. Le diagnostic tombe. Est-ce que tu me vois? Mais je fais quoi? Est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire? Tu vois rien? D'accord. Je peux avoir la torche?
On va éteindre un peu la lumière. Maman, est-ce que tu vois la lumière là? Ok. Et ici, est-ce que tu vois la lumière? Ok, d'accord. Ouvre tes yeux. Ah. Ok, c'est bon. Maman, voilà, ce que tu as là, c'est cataracte. Voilà, c'est les 2 yeux. Donc, on doit t'opérer. Elle était pourtant sur les routes des champs jusqu'à ce que tout bascule. Les cataractes évoluent lentement sur plusieurs années. La cataracte, en général, c'est une affection sénile. Sénile, ça dit ça survient avec l'âge. Comme on le dit généralement, entre guillemets, c'est la maladie du vieillissement. Donc, au fur et à mesure que l'âge avance et l'âge de l'apparition de cette affection-là, ça se situe autour de 55-65 ans. Ceci est important à dire et à souligner. Et nous encourageons vivement le programme à continuer dans ce sens pour faire en sorte que le plus grand nombre, parce que nous l'avons dit, la couverture de la chirurgie de la cataracte dans un pays en matière de prise en charge des soins oculaires est un élément extrêmement important. Le Covid-19 fait des vagues sur les différents continents. Ici en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, diverses interprétations relatives à la maladie sèment le doute et parfois la peur chez les populations. La méconnaissance de la pathologie serait-elle la cause du mystère autour du Covid-19? Docteur, que faut-il savoir de ce virus? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Covid-19, c'est une particule microscopique, c'est un virus qui se développe à l'intérieur des cellules, mais c'est la première fois dans le monde qu'il y a une telle propagation, qu'il y a une telle contagiosité. Et cette transmission se fait actuellement, bien sûr, elle est interhumaine, elle se fait entre les hommes. Le virus ne se déplace pas. C'est nous qui déplaçons les virus. Je pense que si nous avons les vraies informations, nous pourrons alors facilement appliquer les recommandations qui nous permettent de freiner la transmission interhumaine du virus. Car actuellement, la seule arme dont nous disposons, c'est bien la prévention. C'est ici que l'adage populaire qui dit « mieux vaut prévenir que guérir » prend sa véritable importance. C'est quoi l'automédication? L'automédication consiste dans le fait qu'un individu recourt à un médicament de sa propre initiative ou de celle d'un proche dans le but de soigner une affection ou un symptôme qu'il a lui-même identifié sans avoir recours à un professionnel de santé. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a exhorté les professionnels de la santé à trouver un remède afin de mettre un frein à la propagation de la pandémie. Les praticiens de la médecine traditionnelle se sont mis à la tâche. Comment perçoivent-ils la pandémie? Quelle contribution pour soulager les patients? Élément de réponse dans ce reportage signé Astou Touré. Le Covid-19 n'est ni une fatalité, ni une révolution sociale ou cosmique, mais une pandémie qui se contracte au contact d'une personne atteinte. Une fois dans l'organisme, le virus peut s'attaquer à l'appareil respiratoire et infecter le poumon. Il peut provoquer ainsi, dans les cas bénins, une toux, un rhume ou une grippe. Dans les cas les plus sévères, une manifestation pulmonaire. L'argile qui guérit s'est avérée efficace dans le traitement de plusieurs pathologies. Dans le cadre du Covid, cette trouvaille pourrait être efficace, mais seul un essai clinique pourrait le confirmer ou l'attester. Le naturothérapeute n'a ni la compétence ni l'outil nécessaire pour diagnostiquer le Covid. Par contre, traiter les signes tels que la toux, le rhume et la grippe n'a aucun secret pour lui. Il faut connaître la maladie. Dès lors qu'on connaît la maladie, on prépare le médicament en conséquence, en fonction des précédents. Nous avons des médicaments pour soigner la grippe depuis toujours. Oui, la fièvre depuis toujours. C'est-à-dire qu'en matière de fièvre, il ne faut pas couper la fièvre. Il faut la maintenir à un niveau que le système immunitaire peut combattre la maladie.
Dès lors qu'on a coupé la fièvre, on a affaibli le système immunitaire. Et donc, c'est pour ça que nous avons des médicaments pour maintenir, mais pour que la personne se sente bien. Oui, afin que le système immunitaire puisse combattre la maladie. Au départ, c'était difficile cette collaboration. On ne verrait jamais sur les plateaux de TV des praticiens de médecine traditionnelle d'un côté et puis de l'autre côté les médecins ou les praticiens de la médecine conventionnelle. Mais tout cela est terminé. Je pense que de plus en plus les deux systèmes, les deux médecines collaborent. Et quelles sont les précautions standards ou mesures barrières dans la lutte contre le Covid-19? D'abord, la première stratégie, c'est l'application des précautions standards. La deuxième stratégie, c'est le triage et la détection rapide des cas suspects. Et troisième stratégie, c'est la mise en place des mesures complémentaires. La quatrième stratégie, c'est la mise en place des mesures administratives pour les agents de santé. Et la cinquième stratégie, c'est la mise en place des mesures environnementales et techniques. On va être pratique. Oui. Quelles sont les étapes du nettoyage et de la désinfection des surfaces, par exemple, une table comme celle-là? Oui. Nous utilisons d'abord du savon liquide. Nous nettoyons d'abord, nous rinçons et puis nous appliquons le désinfectant. Le désinfectant courant, c'est l'eau de Javel. Donc, nous l'appliquons et puis c'est comme ça que nous utilisons les trois seaux. Le premier seau contient de l'eau de robinet. Le deuxième seau contient de l'eau avec du savon. Et puis le troisième seau contient de l'eau avec notre désinfectant couramment de l'eau de Javel. Quand vous dites à quelqu'un même que vous êtes suspecté de Covid, la personne est paniquée. Mais bien sûr. Il faut dire que la prise en charge psychologique est très importante. Parce que cette maladie, voyez-vous, c'est une maladie des médias. Quand la maladie est arrivée en Côte d'Ivoire, déjà la psychose que ça a entraîné, vous avez vu nos parents aller se rouiller sur des feuilles de Nîmes, chacun préparait des décorations pour se protéger. Mais donc déjà, ça fait peur. Quand nous avons vu en Europe que ça tuait beaucoup. C'est quoi les maladies chroniques? Les maladies chroniques sont des affections dites permanentes. Et quand vous avez une maladie chronique, vous l'avez pour toute la vie. Elle ne guérit pas. Et dans la plupart du temps, vous êtes amené à avoir un traitement à vie. Mais il faut distinguer deux groupes dans ces maladies chroniques. Il s'agit d'une part des maladies chroniques dites transmissibles. C'est l'infection à VIH, la tuberculose et d'autres maladies infectieuses. Et puis, les maladies chroniques non transmissibles, à savoir le diabète, l'obésité morbide, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, les cancers, les maladies respiratoires et d'autres maladies mentales et autres. Depuis l'annonce des premiers cas de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, l'on constate une baisse de fréquentation des centres de santé de façon générale et particulièrement au niveau des femmes enceintes, situation causée par des rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux selon lesquelles l'on contracterait la Covid-19 dans les hôpitaux. À la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Yopougon-Ouassakara à Thié, tout est mis en œuvre pour rassurer les populations. Le constat d'Astou Touré. À l'instar des autres centres de santé de Côte d'Ivoire, à l'hôpital de Yopougon-Ouassakara à Thié, des dispositifs sont mis en place afin d'assurer la sécurité des patients et garantir la confiance entre malades et agents de santé en cette période où sévit la pandémie de la maladie à coronavirus. Lavage des mains, distanciation sociale, vérification de température, poste de triage de patients en cas de suspicion de cas. Lorsque les patients arrivent, on prend les températures à l'entrée. Pour le patient qui a plus de 37 degrés, nous l'orientons à notre poste avancé. Quelles étaient vraiment les motivations du ministre? Alors d'abord, il faut rappeler que 5 régions ont été visitées. Il s'agit successivement des régions du Ifou, de Lamé, de l'Agnébis-Tiassa, de l'Indénié du Ablin et du Moronou. Alors 2 raisons justifient cette visite. Il s'agit d'abord pour le ministre Aka Aoulé de s'enquérir des conditions du travail et de
et de la situation des centres de santé, mais aussi il ne veut pas se laisser freiner par la maladie à coronavirus. Des experts de la santé publique réunis par l'OMS le 29 avril 2020 ont conclu que les fumeurs risquaient davantage de contracter une forme sévère de la Covid-19 que les non-fumeurs. Le tabagisme est connu pour être un facteur de risque de nombreuses infections respiratoires. Selon une étude menée par des experts de la santé publique, les fumeurs risquent davantage de contracter une forme sévère de la Covid-19 que les non-fumeurs. Un fumeur qui prend le coronavirus, il a un risque de développer les formes sévères. Donc, c'est des malades qui seront soit hospitalisés en soins intensifs ou qui vont même bénéficier vraiment soit des traitements spéciaux. Et le risque de décès est élevé. La Covid-19 est une maladie infectieuse qui touche principalement les poumons. Le fait de fumer affaiblit la fonction pulmonaire, rendant l'organisme moins résistant au coronavirus et à d'autres agents pathogènes. Il faut souligner que dans le Covid, il y a l'intensité des symptômes que va présenter le patient, des céphalées véritablement intenses, l'asthénie qui serait important. En plus du rhume et de la fièvre, il y a la toux et on peut avoir aussi des difficultés respiratoires chez ces patients. Des signes qui devront attirer l'attention du praticien et ne pas hésiter, comme nous sommes dans une période de la pandémie, à demander le prélèvement nasopharyngien pour pouvoir traiter, comme on appelle ce patient. Et dans le Covid, nous avons l'anosmie, c'est-à-dire la perte de l'odorat et la perte du goût, symptômes qu'on peut observer également au niveau de la rhinite quelquefois. Ce ne sont pas les symptômes phares de la rhinite, mais quelquefois, parce que du fait de l'écoulement nasal, ça va représenter un obstacle au passage des molécules odorantes pour arriver au niveau des récepteurs qui nous permettent de reconnaître les odeurs. Qu'est-ce que le paludisme? Le paludisme, pour être plus simple, c'est une maladie parasitaire due à la présence d'un parasite dans le sang de l'homme qu'on appelle, ce parasite on appelle le plasmodium. En général, on dit un microbe dans le sang. Donc, pour avoir ce parasite dans ce corps, cela est transmis par un vecteur qu'on appelle le moustique. Donc, c'est le moustique qui est le vecteur qui va transmettre ce parasite dans le corps. Et donc, l'homme va développer cela et va faire la maladie du paludisme. Pour la lutte contre le paludisme, en Côte d'Ivoire, on avait l'habitude de faire la distribution des moustiquaires à longue durée d'action. Les moustiques étaient trop. Maintenant, ils ont donné les moustiquaires, ça étouffe des parents. Même moi, ça m'étouffe. Donc pour ça, on a enlevé les moustiques. On a enlevé et les moustiques sont revenus. Ça pique les enfants, ça leur donne les boutons. Quand on va à l'hôpital avec les enfants, on nous dit que c'est le paludisme, qu'on aura toujours attaché les moustiquaires. À cette stratégie-là, nous avons maintenant ajouté la stratégie de la pulvérisation intradomiciliaire pour venir compléter la première stratégie pour que nous ayons une lutte un peu plus globale. Qui peut donner son sang? Alors, pour donner son sang, il faut être en bonne santé apparente et avoir entre 18 et 60 ans. Pour les femmes, il ne faut pas être enceinte ni en période d'allaitement. Avant la crise sanitaire, combien de donneurs receviez-vous? Alors, avant l'apparition de la Covid-19, par jour, nous recevions entre 450 et 500 donneurs par jour. Aujourd'hui, avec la Covid, eh bien, les débuts ont été très difficiles. Nous sommes descendus à 269 donneurs par semaine. Voyez-vous, le gap, le déficit qui a été causé par la Covid. Est énorme. Est très énorme. Visite guidée dans les différents services impliqués dans le processus, du prélèvement à la distribution du sang
au Centre national de transfusion sanguine, sujet de ce soir. La bonne santé de tout un chacun. Alors à chaque étape de la préparation, il y a un contrôle qui suit automatiquement. Donc, après l'étiquetage, il y a le contrôle d'étiquetage qui se fait pour nous rassurer que l'étiquette collée sur la poche en fonction du code d'anonymat correspond bien. C'est vraiment une poche de groupe O positif, c'est vraiment une poche du numéro X prélevé qui a été étiquetée de la bonne façon. Donc après ce contrôle, nous travaillons aussi en collaboration étroite avec le laboratoire de contrôle qualité qui lui va venir en appoint pour contrôler une énième fois le travail que nous avons fait en préparation. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que l'hépatite virale? En médecine, lorsqu'on dit tite, ça veut dire inflammation. Donc hépatite signifie inflammation du foie parce que ce mot tire de sa racine du grec, hépatos, qui signifie le foie. Donc pour me résumer, je dirais que les hépatites virales sont des maladies du foie qui peuvent être aiguës ou chroniques et qui sont provoquées par des virus qui sont au nombre de 5. Ces virus ont été désignés par des lettres de l'alphabet. Ainsi, on distingue le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D et le virus de l'hépatite E. Comparativement au VIH-Sida ou autres pathologies, les ONG sont-elles suffisamment impliquées dans la lutte contre les hépatites virales? Messieurs. Oui, nous sommes vraiment impliqués dans la lutte contre les hépatites virales. Nous faisons de nombreuses campagnes de sensibilisation, d'information, de dépistage des hépatites virales B et C sur l'étendue du territoire. Nous avons des chiffres qui parlent pour nous. Nous avons dépisté plus de 10 000 personnes de 2018 à 2020. On était obligé d'arrêter à cause du Covid. Donc la dernière campagne, c'était en mars 2020. Et nous avons dépisté au moins plus de 10 000 personnes. Nous avons trouvé les malades de l'hépatite B en grand nombre. Nous avons des chiffres qui sont un peu alarmants. Nous avons 150 à 200 personnes dépistées positives à l'hépatite B. On peut dire, heureusement, au niveau de l'hépatite C, les chiffres sont moins, parce que nous avons à peine 20 à 30 personnes pour l'hépatite C. Sur combien d'échantillonnage, c'est quoi? 10 000. Ah, d'accord. Quelle est la situation des malades souffrant du VIH en Côte d'Ivoire? Ont-ils accès au traitement depuis l'annonce de la Covid-19? La réponse dans ce dossier signé Astou Touré. Moi, je suis chauffeur de taxi. Bon, avant même les 30 ans, bon, sincèrement dit, je faisais beaucoup de vagabondage sexuel. Et voilà qu'un jour, je suis tombé gravement malade. Je me rends à l'hôpital. On me demande de me dépister. Après le dépistage, je trouve que mon test est positif. Et vraiment, ça m'a beaucoup choqué. Mais avec des conseils, avec les médicaments aussi, que j'ai commencé à prendre, vraiment, ça m'a beaucoup remonté. Et jusque-là, je me retrouve. Mesdames, quelle est la situation de vos structures dans le contexte actuel où la maladie à coronavirus semble être la préoccupation principale de la communauté internationale? Oui, il faut faire ressortir que vraiment ça a beaucoup joué sur nous, ça a beaucoup freiné nos activités communautaires parce que déjà, étant personnes vivant avec le VIH, nous sommes déjà exposés à cette pandémie qui est la Covid-19, c'est un virus vraiment mortel. Sans protection,
nous sommes beaucoup exposés. Alors, au niveau de la COVID-19, disons qu'au niveau économique, ça a vraiment un impact. Nos activités sont ralenties. Les femmes exerçant pour pouvoir subvenir à leurs besoins n'arrivent plus. Elles se tournent vers des organisations, vers mon organisation qui malheureusement n'a pas les ressources financières pour pouvoir leur venir en aide. Sensation que vos os se brisent ou que quelqu'un monte sur votre corps avec un rouleau compresseur. Sensation que votre corps vous lâche au point de penser à la mort. C'est un peu de cette façon que les drépanocytaires décrivent leur douleur. Je me sens mauvais. J'ai mal ici. J'ai envie de partir à l'école. Mes camarades sont partis à l'école. Moi, je suis cassée ici. Ça me fait trop mal. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas manger. C'est des crises douloureuses. Le patient se plaint de douleurs articulaires, de douleurs osseuses. Et généralement, les enfants, c'est très douloureux. Ils viennent en pleurs, ils sont vraiment dans une situation de détresse. Et donc, c'est pourquoi, dans la prise en charge, dans l'urgence, c'est de lever la crise douloureuse. Donc, il faut faire des injections pour lever cette crise et puis rechercher la cause, le facteur déclenchant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 120 millions de personnes sont touchées par cette pathologie. Alors, dans le monde, y a-t-il des critères pour qu'une maladie soit considérée comme un problème de santé publique? Avec l'exemple que vous connaissez, le sida, est-ce que dans les statistiques, il faut un certain nombre de malades? Oui, normalement, je crois dans la littérature, lorsque le taux de prévalence d'une maladie atteint 14% de la population, je pense que normalement elle fait l'objet d'un regard plus accru parce qu'elle devient un problème de santé publique. Le drépanocytaire, c'est vraiment ce patient-là qui a régulièrement besoin de transfusion sanguine. Il arrive parfois qu'il y a des pénuries sanguines et donc on se retrouve dans une situation où le malade, tu es en pleine crise, tu as besoin d'une pause sanguine et il n'y en a pas. Et surtout que nous, avec la maladie, on a besoin de sang spécifique. Il semble que l'enquête démographique et de santé, EDS continue, est essentielle pour la prise de bonnes décisions afin de rendre performant tout système sanitaire. Est-il normal qu'une femme meure à l'accouchement? Non, monsieur Victorien, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. 614 décès sur 100 000 naissances vivantes. Pour améliorer les indicateurs en Côte d'Ivoire, plusieurs actions sont mises en œuvre, entre autres la sensibilisation à l'utilisation des méthodes contraceptives modernes, la construction et l'équipement de blocs opératoires, nous dit Astou Touré. On ne sait pas où on va. Il y a trop de maladies maintenant. Ça fait du bien de se faire tester parce qu'il faut savoir si vous êtes malade ou pas. Pour ne pas tomber enceinte, nous devons nous protéger. Ça nous apporte aussi des conseils. Est considéré comme prématuré tout nouveau-né dont l'âge de la grossesse est inférieur à 37 semaines. C'est en clair un enfant de faible poids à la naissance. La prématurité est la première cause de mortalité néonatale. Environ 15 millions d'enfants naissent avant un terme chaque année dans le monde. Quelles sont les causes de la prématurité? Les causes de la prématurité sont diverses. Il y a des causes qui sont liées à la mère. Donc une maman trop jeune ou trop vieille aura tendance à donner des enfants prématurés. Une maman malade va avoir tendance à donner des prématurés. Une mère qui a une pathologie chronique avant la grossesse ou bien une pathologie aiguë au cours de la grossesse peut donner un prématuré. Il y a aussi des causes liées au fœtus lui-même, qui peut être par exemple une malformation ou bien encore la présence de beaucoup d'enfants dans l'utérus, notamment les grossesses gémellaires, les triplés, les quadruplés, etc. sont des facteurs qui vont favoriser la prématurité. Et aussi, une certaine maladie de l'enfant va précipiter la prématurité.
poliomyélite, c'est une infection due à un virus, le poliovirus, et qui entraîne une paralysie. La poliomyélite, c'est une maladie déjà virale qui attaque les enfants jusqu'à 15 ans. Le 20 août dernier, l'OMS a déclaré la Côte d'Ivoire libre de poliomyélite. Pourtant, une campagne de vaccination contre ce mal a été lancée il y a quelques semaines, comme si l'éradication annoncée était une vue de l'esprit. Le processus d'éradication, de la certification de l'éradication du poliovirus sauvage en Côte d'Ivoire a débuté depuis décembre 2016. Mais c'est en août dernier, en août 2002, que la certification a été effectivement déclarée. Mais malheureusement, depuis décembre 2019 jusqu'à ce jour, il y a un nouveau type de virus qui est apparu et qui est en circulation dans la zone afro de l'OMS. Et en Afrique de l'Ouest, les pays qui ont déjà notifié les cas sont les suivants. Il y a le Nigeria, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Épidémiologiste et vaccinologue, le professeur Akale Nikez est sur le plateau de Notre Santé pour dresser un bilan de la campagne écoulée. Alors, donc, il faut bien préciser les choses. Le 25 août dernier, l'Afrique a déclaré l'éradication de du poliovirus sauvage. Pour la Côte d'Ivoire, depuis 2015, on a déclaré le pays comme libre de polio. Donc, le bloc Afrique de l'OMS a déclaré l'éradication du poliovirus sauvage, qui est un germe. On n'a pas prononcé l'éradication de la poliomyélite, de la maladie, mais d'un germe. Voilà. Et donc, actuellement, les cas de polio que nous avons sont des cas dus à des germes autres que celui dont on a déclaré l'éradication. Pourquoi cette campagne de vaccination Astou Touré? Deux gouttes pour sauver la vie de ces enfants contre la poliomyélite. Une action qui va s'étendre à des milliers d'enfants dont l'âge est compris entre 0 et 5 ans. Dans la région de Lamé, plus particulièrement à Adzopé et plusieurs autres localités du pays, la Covid-19 a impacté la vaccination de routine. On a eu une baisse de la fréquentation des centres de santé. Il y a moins d'enfants qui sont vaccinés par rapport au nombre d'enfants qu'on devait vacciner au total. Donc ça se ressent dans les données. Étant donné qu'on veut protéger la population, il faut qu'on fasse ces JNV-là pour pouvoir rattraper tous les enfants qu'on aurait dû vacciner et que malheureusement on n'a pas pu vacciner. Pour rattraper ces rendez-vous vaccinaux manqués, depuis plusieurs années, le programme élargi de vaccination, aidé par ses partenaires techniques et financiers, multiplie les actions sur le terrain, d'où l'organisation des Journées nationales de vaccination, JNV. Le 25 août 2020, la Côte d'Ivoire a été certifiée libre de polio par l'OMS, mais il faut continuer à vacciner car la menace demeure. En Côte d'Ivoire, l'on enregistre 5000 professionnels dans le public. Aides-soignants et auxiliaires de santé, compagnons de vie, sujet de ce soir. Le plateau de Notre Santé accueille pour l'occasion deux dames. Kile Fawatra et Lydie Ouraga. Elles sont respectivement présidente et secrétaire générale de l'Association des aides-soignants et auxiliaires de Côte d'Ivoire, ASACI. L'ASACI, c'est l'Association des aides-soignants et auxiliaires de Côte d'Ivoire. Nous, les aides-soignants, nous sommes l'un des maillons très importants dans le système sanitaire. Ils sont 5000 dans les centres de santé de Côte d'Ivoire. Dans le corps paramédical, le métier d'aide-soignant est l'un de ceux qui s'exercent au contact direct avec les patients. La présence des aides-soignants est donc indispensable dans le processus de prise en charge des patients dans les dispensaires et hôpitaux. Nous sommes là vraiment pour nous occuper du malade. Pour nous occuper du malade, pour son bien-être d'ailleurs, pour qu'il soit bien dans sa peau, pour qu'il soit bien accueilli,
pour qu'il reçoive bien le traitement qu'on lui donne. C'est ça notre rôle. Notre santé, c'est le parcours tous les lundis après le journal télévisé de 20h avec des professionnels de la santé et d'éminents professeurs. La seconde saison démarrera avec un film sur les fistules obstétricales ou la maladie de la honte. Une randonnée qui nous a conduits à Gagnoa, Bouna et Bondoukou. Bonne suite de programme sur RTI 1.